Good morning. So I know it's early, but our subject this morning is very, very interesting. It's about corporate social responsibility and global governance. Well, global governance is not an easy concept to define. It covers a large scope and embraces the public and private spheres. That's the reason why two members of the private spheres are in this platform here today. One speaks of local governance, corporate governance, or global governance. Historically, if I'm correct, the first time it was talked about governance. Nous parlons donc de gouvernance mondiale. C'est l'économiste Williamson qui a présenté cela comme partie intégrante de la théorie de l'entreprise. Il est donc légitime de demander si la gouvernance mondiale établie pour elle-même est vraiment une gouvernance mondiale grâce à l'initiative, notamment comme ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise, ou le CSR en anglais. Lorsque nous parlons de l'architecture internationale institutionnelle que nous connaissons depuis 60 ans, les Nations Unies, Bretton Woods, etc., un certain nombre de nouveaux défis se sont fait jour ces dernières années. Je ne les nommerai pas tous, mais nous avons également les nouveaux pays émergents, la transition démocratique, l'évolution sociale, de grands mouvements vers l'urbanisation, 4 millions de personnes qui vivent dans des slums dans les alentours. Nous avons le changement climatique, nous avons le terrorisme, nous avons la prolifération nucléaire et un grand nombre d'autres défis. Il est donc un fait que les institutions internationales ne peuvent pas fournir toutes les solutions au bon moment, de manière à pouvoir s'attaquer à tous les défis en même temps. En même temps, de nouveaux acteurs, des acteurs non institutionnels et non internationaux ont émergé et sont en concurrence avec ces institutions internationales, voire avec les États. Un certain nombre d'entre eux se sont mis sur leur bannière d'avoir une normalisation et de trouver de nouvelles normes que les institutions internationales n'arrivent pas à définir. Et il serait probablement la meilleure des solutions que d'avoir une gestion collective pour les affaires où cela est possible. Toutes les parties prenantes à l'échelle mondiale, y inclus les ONG, les entreprises, ensemble, pourraient de ce fait avoir un dialogue constructif sur la gouvernance mondiale. Donc la question, est-ce de l'utopie? Un tel dialogue sera-t-il jamais possible? Comment un tel nombre d'acteurs pourrait-elle être mis en réseau? Je pense que nous devons vraiment parler de cette responsabilité d'entreprise, ce qu'on appelle en anglais le CSR. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité sociale d'une entreprise? C'est un engagement de l'entreprise pris au-delà de leur engagement et de leur responsabilité juridique intrinsèque, donc un engagement bénévole de la part des sociétés pour l'écosystème, les sociétés dans leur ensemble et bien entendu ses employés. Cela peut concerner le logement, les droits de l'homme, la dignité humaine, notamment la relation, bien entendu, entre les employés et l'employeur, les sous-traitants, la santé sur le lieu de travail, la diversité, l'égalité homme-femme, la gouvernance, notamment dans le domaine de l'éthique, le combat contre la corruption, le respect des normes juridiques, de l'environnement, notamment environnement qui est extrêmement alternant, la préservation des ressources naturelles et des ressources rares, le combat contre le changement climatique, les gaz à effet de serre, etc. Tous ces thèmes peuvent être traités et le sont. Il y a donc là un engagement de l'entreprise qui va au-delà de leur
attribution intrinsèque qui dépasse de loin la création de valeur pour l'actionnariat et qui ne découle pas uniquement d'un état d'esprit philanthropique. L'état d'esprit de la responsabilité sociale de l'entreprise va vers une politique de fait, une politique entrepreneuriale qui de fait n'est pas liée au droit d'exister ou d'obtenir une licence ou de pouvoir être en affaires. Et il ne s'agit donc pas d'une approche philanthropique, mais normalement d'une attitude d'entreprise. Le concept d'une base de la pyramide qui permet justement de gérer l'image de marque, voire le positionnement des produits également. Et ça permet également de demander aux clients de payer un petit surplus pour réduire l'empreinte en CO2, voire un comportement ou une production plus respectueuse de l'environnement. Et cela montre également que les entreprises peuvent avoir vraiment un impact fort. Michael Porter a appelé ça la création commune de valeur. Et il doit y avoir une convergence entre la loyauté des clients, les valeurs des actionnaires, des parties prenantes et des employés. Et les politiques et les pratiques en la matière doivent permettre d'aller de l'avant à l'entreprise, mais également d'améliorer les conditions sociales dans l'environnement et dans le tissu social du pays dans lequel ces entreprises existent. Il faut savoir que dans un monde tel que nous le connaissons avec la mondialisation, la possibilité de promouvoir une responsabilité sociale de l'entreprise est quelque chose qui ne limite pas la capacité des États à agir, voire de redistribuer la valeur créée par l'économie. Lorsque, par exemple, l'entreprise Lafarge met la santé de ses employés tout en haut de son ordre du jour et que cette règle est promue à travers l'ensemble de l'industrie du ciment, alors ils jouent pleinement leur rôle. Parce que Lafarge est présent dans 76 pays à travers le monde et toutes les personnes, y inclus les sous-traitants, vont se conformer à ces règles. Et cela montre que les entreprises peuvent devenir un facteur de stabilité. Il est donc pas surprenant du tout que la nouvelle gouvernance globale a émergé. Vous avez un Conseil mondial du développement durable, vous avez le Global Compact des Nations Unies, etc., etc. Ces nouvelles institutions ont permis le développement de nouvelles normes dans des domaines où les gouvernements très souvent n'ont pas traité de manière appropriée les points, que ce soit en Asie, que ce soit sur d'autres continents. Ce rôle clé qui revient aux entreprises à mettre en œuvre les politiques gouvernementales, bien sûr, s'applique aux groupes internationaux en premier lieu, parce qu'on sait qu'ils peuvent contribuer et qu'ils peuvent également avoir un rôle d'exemple. En tant que représentant des Nations Unies pour les droits de l'homme, professeur Ruggie dit clairement qu'il s'agit de protéger les droits de l'homme pour les politiques et les entreprises ont l'obligation de les respecter. Maintenant, il faut que dans leur gouvernance interne, ces aspects éthiques soient clairement levés et que cela puisse permettre de protéger les employés, mais également toutes les parties prenantes. Et en ce faisant, les grands groupes internationaux permettent de lever les normes. Et je suis entièrement d'accord avec Mme Robinson lorsqu'elle dit qu'il y a une énorme capacité des entreprises en matière de leadership. Mais c'est ce qu'elle va nous expliquer dans quelques instants. Pour conclure mon introduction, j'aimerais vous faire part d'une petite expérience personnelle. Je suis persuadé
qu'une entreprise ne peut pas simplement se cacher derrière une responsabilité sociale de l'entreprise si elle n'est pas mise en œuvre et surtout mesurée. Permettez-moi de vous présenter maintenant nos deux intervenants. Mary Robinson, ancienne présidente de l'Irlande, très engagée en tant que commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Son nouveau livre est intitulé « Les droits de l'homme, initiative pour la mise en œuvre ». L'ensemble de sa vie a été dédié jusqu'à présent à la promotion de la dignité humaine et maintenant également sur les points de l'éthique et la responsabilité d'entreprise. Nous avons également comme intervenant M. Narayaman Murray, un entrepreneur à succès indien qui a commencé avec $1000 en poche et il est maintenant également professeur à des universités. Il nous parlera des valeurs et du leadership, de la perspective d'un entrepreneur. Donc c'est Mary Robinson qui va commencer. Merci, je vais aller au podium.